Jean-Louis, on a vu tous les pilotes se resserrer au départ du Grand Prix. Est-ce que vous avez déjà eu un départ d'une manche comme ça aussi émouvante? Non, à vrai dire non. Même pour la mort de Senna il y a 20 ans, il y avait eu une espèce de cérémonie juste avant le départ du Grand Prix de Monaco. Elle avait été très émouvante, bien sûr, mais un peu dispersée. Alors que là, il y avait tous les pilotes regroupés. D'abord sur une ligne de front, puis ensuite ensemble, tous ensemble. Et je veux citer la très belle phrase de Julien Febvreau, qui est la première voix, comme on dit, sur Canal+, dans les commentaires. Ils veulent envoyer à Jules Bianchi le plus d'énergie possible. Et je trouve ça vrai, c'était ça. Penser à lui, essayer de lui donner du courage dans cette lutte entre la vie et la mort à laquelle Jules est confronté encore en ce moment. On a eu les explications de la FIA au sujet de cet accident. Est-ce qu'elles vous ont convaincu? Non, tout ne m'a pas convaincu. Les drapeaux, ok, même si je répète que je trouve que le drapeau vert de sortie de l'accident était trop près. Mais bon, ça, c'est la disposition du circuit. Là où je ne suis pas convaincu, c'est que personne n'a fait mention de l'heure. Et je le répète, quand on prend un départ à 15 h, on est certain que 2 heures plus tard, il fera quasiment nuit, ce qui a été le cas, en plus avec le plafond, en fait, le mauvais temps. Et je pense que la luminosité, même s'il y a des répétiteurs sur le tableau de bord, ça a joué, par exemple, pour pas bien juger l'importance de cette espèce de rigole d'eau qui emmenait l'aquaplaning, par exemple. La deuxième chose, il y a quelque chose qui me choque profondément, et je ne suis pas le seul, Alain Prost est dans mon cas, c'est Charlie Whiting qui nous dit la voiture de Sutil était placée très loin, pas de raison de lui envoyer d'envoyer une voiture de sécurité. Mais non, mais quand on est sous la pluie, avec l'élan des voitures, avec ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire du gravier qui n'a pas l'air bien résistant, de la terre, de l'herbe mouillée, la voiture, elle a accéléré. Enfin, je veux dire, on a une sensation qu'elle accélère, elle n'accélère pas, mais elle a été extrêmement rapidement dans l'impact. Je parle de la voiture de Jules Bianchi. Donc tout ça m'inquiète un peu. Je trouve qu'il y a un satisfecit de la part de Charlie Whiting qu'il ne devrait pas y avoir. Mais c'est pas fini tout ça. Je veux dire, Jean Todt est là. Il est assisté à la conférence de Charlie Whiting et c'est bien normal, mais l'affaire ne restera certainement pas là. Alors nous allons parler maintenant du Grand Prix de Russie. Un Grand Prix où Hamilton domine. Derrière lui, un Nico Rosberg qui fait une incroyable remontée. Mais dites-moi, Jean-Louis, le coup de mes pneus se détériorent, c'est un gros coup de bluff, ça. Je ne sais pas si c'est un coup de bluff, mais parce que c'était fluctuant. Et ça a bien été noté par tous les pilotes. Les pneus durs, ceux que Rosberg a chaussés dès le premier tour, de la fin du premier tour, avaient des comportements fluctuants. À un moment donné, il fallait peut-être les laisser souffler un peu et repartir au combat. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est pas tellement l'histoire des pneus, ce que je vois, c'est la force des Mercedes. Parce que repartir quasiment du fond du peloton pour revenir à la deuxième place, faut tout de même avoir une voiture qui marche. Donc je vois ça. Mais d'un autre côté, il y a ce que je regarde avant toute chose, deux résultats. Un, Hamilton, qui domine. Et il a dominé également au Japon, on s'en souvient. Et donc ça veut bien dire qu'il est dans la bonne spirale. Et que pour l'instant, c'est Rosberg qui accuse le coup. Il lui reste 2 grands prix à Rosberg pour essayer de refaire son retard. Il y a 17 points maintenant. C'est pas mal, 17 points, c'est beaucoup même. Et puis il y aura ce dernier Grand Prix à Abu Dhabi, dont la victoire vaudra 50 points et la deuxième place 36 points. Là, ça risque de bouger. L'autre chose que je veux noter, c'est le titre mondial de Mercedes. Parce que en 1954 et 1955, quand Mercedes dominait tout, avec Fangio, notamment Fangio qui a été la cheville ouvrière des pilotes Mercedes, il n'y avait pas de titre de champion du monde des constructeurs de F1. Ça, c'est venu en 58 seulement avec une coupe des constructeurs que Van Vool a remporté. Il n'y avait pas ce titre-là. Là, c'est leur premier titre. Et il faut bien se rappeler qu'on a affaire à des constructeurs automobiles, Ferrari et Mercedes. Les autres, ce sont des équipes de Formule 1, et je ne parle pas de Red Bull, dont on dit gentiment dans le paddock que c'est des limonadiers. Donc, que le titre, ça vous fait rire, mais c'est vrai, que le titre de Mercedes soit là, pour Mercedes, c'est important, parce que ça pourra figurer dans tout ce que Mercedes va exploiter à propos de la Formule 1, mais de ses voitures de production, et partout sur le marché des voitures ayant des moteurs hybrides. C'est ça qui est extrêmement important dans le fait que Mercedes ait gagné ce titre mondial des constructeurs. Alors Jean-Louis, à propos justement donc de Mercedes et de ce titre, maintenant il y a une autre bataille qui est en jeu, c'est celle de Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Est-ce qu'il y a un pilote par rapport à l'autre qui peut être favorisé, ou est-ce qu'on va jouer
le côté tout le monde au même niveau. Non, je crois que tout le monde est au même niveau et je pense que le coup de frein de Rosberg est en partie expliqué par le fait qu'il ne devait pas y avoir d'accrochage. Et je pense que ça ruinait sa course, mais c'était la loi. Il s'est très bien débrouillé au départ, Nico, pour avancer plus vite que Lewis Hamilton, qui était en pole position. Mais après, l'accrochage, on est passé à ça. Le coup de frein, c'est ça. Et je le répète, je pense que Hamilton a pris une avance psychologique importante sur Rosberg. On va les laisser faire, mais, je le répète également, il y a le Grand Prix d'Abu Dhabi avec le double des points. Et là, ça change toutes les stratégies. La consommation, Jean-Louis, ça a été l'un des sujets un peu... tout le monde en a parlé. Est-ce que ici, plus qu'ailleurs, à Sotchi, plus qu'ailleurs, ça a été un élément clé? Oui, parce que c'est un circuit où il y a beaucoup de réaccélération. 2-3 freinages très importants, mais beaucoup de réaccélération. Cette grande courbe à gauche qui se prend sur 3 virages, c'est une accélération totale. Et ça pompe dans le réservoir d'essence. Et donc oui, c'était un problème un petit peu crucial, mais il y a aussi quelque chose, c'est que beaucoup d'équipes ne sont peut-être pas parties avec les 100 kg d'essence, et que donc ça commençait à être un peu chaud. Et puis enfin, on a vu aussi que les moteurs Mercedes sont extrêmement bien placés. Ils ont dominé la situation de la tête et des épaules. Il faut aller loin dans le classement pour voir le premier moteur Renault. Dernière question, Jean-Louis, à propos de ce tracé de Russie. On était un peu sceptique, finalement, il n'est pas si mal que ça. Oui, il y a différentes appréciations. C'était un mélange, alors on nous a dit que c'était peut-être un mélange de Valence. En Espagne, où il y avait beaucoup trop de virages. Moi, je pense qu'au-delà de ça, il faut peut-être arranger les choses. Mais déjà, Hermann Tilke, quand il a fait le circuit, il était dépendant des installations. Donc je pense que sur ce plan-là, il ne s'en est pas si mal tiré que ça. Sinon, on va faire un circuit ailleurs complètement, on se débrouille. Mais le site était là, donc il fallait qu'il fasse avec. Et en faisant avec, en parlant entre guillemets, eh bien je pense qu'il ne s'est pas trop mal débrouillé. Moi je crois que l'accueil a été assez bien fait. Je crois qu'il y a eu des choses, bon, on n'a pas trop l'habitude des Russes, hein, c'est la première fois qu'on y va, mais c'est quand même historique. Et donc, je trouve que globalement, l'image qui en est ressortie à la télévision et dans les médias, elle est plutôt bonne.